Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission à la recherche de la vérité. Alors, je suis content de vous retrouver parce que là, c'est une émission un peu spéciale, hein, puisque j'ai trois invités. Alors, il y en a un qui a pour l'instant des problèmes de connexion, mais on verra, il va certainement arriver à se connecter un peu plus tard, du moins je l'espère. Et là, nous allons parler de la Savoie, de l'indépendance de l'État de la Savoie. Alors, ça va interpeller, je pense, ça va en interpeller pas mal d'entre vous. Et justement, c'est intéressant parce que ça mérite tant au niveau historique qu'au niveau du droit. Et ça peut effectivement changer le cours des choses dans notre pays. D'ailleurs, on en aurait bien besoin que les choses changent vraiment au niveau politique. Mais pour ce faire, je vais donc accueillir Thierry Bécourt, le président donc du gouvernement de l'État de Savoie. Thierry, bonjour. Bonjour Claude, bonjour, et merci de nous accueillir. Oui. On n'aura pas interpellante à dire. Plaisir partagé. Je vais accueillir Didier Reynac, donc ministre de la Communication de l'État de Savoie. Bonjour Claude. Bonjour. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Kounkou, qui apparemment a résolu ses problèmes de connexion, et c'est tant mieux, qui est donc avocat et qui est le garde des Sceaux donc de l'État de Savoie. Bonjour Dominique. Bonjour Claude. Merci de nous inviter. C'est normal, tout ce qui peut contribuer à repousser cette politique délétère que nous subissons en France et en Europe est le bienvenu. Donc tous les trois, vous êtes les bienvenus, ça c'est évident. Alors, c'est un sujet que je connais mal. J'ai assisté avec mon épouse à une conférence sur l'état de la Savoie. J'avoue, je ne vais pas me lancer dans des explications que je ne maîtrise pas. Et je vais donc, bien entendu, vous laisser la parole à tous les trois pour expliquer le plus clair possible et le plus concis possible, parce que je vous rappelle qu'on a 1 heure d'émission. C'est 1 heure, ça paraît long, mais c'est à la fois long et court à la fois. Et donc, ce qui serait bien, ce serait de nous faire une petite synthèse historique du droit sur pourquoi vous avez demandé l'indépendance donc de l'État de Savoie. Et je vais donc donner la parole déjà à son président, donc à Thierry Bécourt, déjà pour commencer. Bien, merci Claude, merci à toute l'équipe. En fait, on peut faire une petite capsule historique, on dira, c'est à la mode le mot. En fait, la Savoie, d'abord, comprendre que c'est un pays, non pas des régions. Bon, en ce qui me concerne, j'étais prof pendant une bonne trentaine d'années. J'ai jamais entendu parler de la Savoie comme étant, bon, je suis lillois, enfin dans la région de Lille, et j'ai jamais entendu parler de la Savoie en tant que pays. Et déjà, on démarre par le fait que la Savoie est un pays. Je l'ai découvert il y a une quinzaine d'années, et est un pays qui a 1000 ans. Donc, c'est pas un pays tout jeune. Il est bien plus vieux que la majorité des pays reconnus par l'ONU, les 193-14, parce que je pense qu'on va être le 194e. Donc, alors qu'on est beaucoup plus vieux au niveau historique que les autres pays. Donc déjà, ça c'est une base. Après, on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut demander l'indépendance? Mais c'est incroyable, quoi. L'indépendance, c'est l'indépendance d'un pays. Donc, comment est-ce que on s'y est pris? En comprenant que la Savoie a été annexée en 1860. Rassurez-vous, je ne vais pas faire trop d'histoire. En 1860, les gros points, en fait, il y a eu une annexion qui, en fait, était un vol du duché, à l'époque, ça s'appelait duché de Savoie. Depuis 1416, c'est le duché de Savoie. Avant, c'était le comté de Savoie. Et eh bien, ça a été volé. C'est un deal, en fait, entre Napoléon III
et par un traité qui a été mis en place par Cavour en 1859, un an avant, et il a été donc troqué pour que le duc de Savoie, qui représentait la famille Savoie, eh bien, puisse faire marcher ses ambitions de devenir le roi de Piémont-Sardaigne. Alors, je précise Piémont-Sardaigne, pas Italie. L'Italie est devenue Italie grâce à la Savoie. Et ça, au niveau historique, c'est imparable. 1860, le traité dit de Cavour précédent a été, dit de Plombières plutôt, a été réalisé en arrière-plan du peuple de Savoie, du peuple de Piémont-Sardaigne et du peuple de France, et sur la base du fait que Victor Emmanuel II, qui était à l'époque donc le duc, donc en quelque sorte celui qui montrait la royauté, on dirait un président aujourd'hui ou un roi, peu importe, là c'était un duc, et le duc de Savoie, eh bien, pour pouvoir prétendre à réunir, à unifier le Piémont-Sardaigne pour devenir l'Italie, ça c'est vraiment important à comprendre, l'Italie n'existait pas. L'Italie, en tant qu'Italie telle qu'on la connaît aujourd'hui, existe depuis 1861. Tiens. 1861. Et l'annexion de la Savoie, c'est en 1860. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que il ne pouvait pas unifier ce Piémont-Sardaigne, qui deviendra l'Italie un an après, parce que l'Autriche avant, donc la Prusse, qui en fait n'était pas l'Allemagne. L'Allemagne est née en tant qu'Allemagne en 1870, donc bien après l'Italie. En gros 10 ans après, mais c'était la Prusse. Mais la Prusse, en fait, envahissait toujours les frontières du nord du Piémont-Sardaigne. Et pour unifier le pays, Victor Emmanuel II avait besoin de 200 000 hommes. Et ces 200 000 hommes, il pouvait trouver, à l'époque, en 1860, il ne pouvait les trouver qu'en France, c'était l'armée la plus puissante d'Europe. Donc, il a fait un deal avec Napoléon III, qui a dit, écoute, ouais, ok, je te donne des 200 000 hommes, on s'en fout de toute façon, que ça donne après la bataille de Solferino, qui est une des batailles les plus terribles, où il y a eu le plus de morts, c'est plus des deux côtés, autant Prusse que Français, et un peu Piémont, qui a donné naissance, d'ailleurs, pour la petite histoire, à la Croix-Rouge. Le président qui est devenu le président fondateur de la Croix-Rouge, est passé par Solferino, cette fameuse bataille pour pouvoir consolider les frontières qui deviendront l'Italie du Nord, eh bien, a vu tellement de carnage dessus qu'il a eu envie il s'est dit, c'est pas possible, on peut pas laisser ça sur pied, et donc il a créé la Croix-Rouge. Bon, j'ai oublié le nom du fondateur, ça me reviendra, je pense que vous le savez. Donc en fait, là, il y a eu donc ces 200 000 soldats, et effectivement, il y a eu un 0-0 parce qu'ils ont fini tous les deux, Napoléon III et l'autre de Prusse ont dit, on arrête le carnage, c'est bon, il y a eu assez de morts comme ça. C'était le carnage. Bataille de Solferino, c'était le carnage. Et donc, comme je ne suis pas historien, je ne vais pas plus loin, puis c'est pas le but d'aujourd'hui, mais c'est pour recadrer la chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Napoléon a dit, ok, je te donne les 200 000 soldats dont tu as besoin, tu pourras devenir roi d'Italie, mais en échange, tu me donnes la Savoie, ton duché, et Nice, et le comté de Nice. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'annexion de la Savoie. En 1860, donc, effectivement, les 200 000 soldats sont partis, il y a eu la victoire, et le duché de Savoie est devenu la Savoie, divisée en deux, divisée pour mieux régner, comme on le dit, donc la Haute-Savoie et la Savoie. Et le comté de Nice ont été intégrés à la France de façon tout à fait ignoble, sans consultation du peuple. Alors on va dire, ah non, c'est pas vrai, il y a une consultation du peuple. Oui, effectivement, il y a une consultation du peuple après que le traité a été signé. Et on a demandé au peuple, il y avait 600 000 personnes à l'époque, et les seuls qui pouvaient voter étaient des hommes. Et en fait, même c'était le vote censitaire, je ne suis pas sûr. Et en fait, les hommes, donc en fait, ont voté sous la contrainte. Il n'y avait que des bulletins. Voulez-vous que le duché de Savoie devienne français? Oui, mais il n'y avait pas de bulletin non. Et il n'y avait pas d'isoloir. Et par contre,
la population était normalement c'était 600 000, mais on dit un peu moins à l'époque, mais il y avait 200 000 soldats en Savoie. La Savoie était déjà colonisée, les soldats. Et puis dans les urnes, il y avait les soldats avec les baïonnettes. Donc on n'avait pas intérêt et il n'y avait pas d'isoloir. Donc comment voter non si on ne voulait pas. Donc et si on votait non ou si on était contre, et ben on allait à Cayenne ou ailleurs, où on était brûlé ou enfin tué, ou alors jeté dans les rivières, enfin etc. Il y avait des rivières qui étaient rouges sang à l'époque. Donc on sait ce qu'ont fait en fait ces personnages-là et après la Révolution. Bon. Donc en fait ça c'est le premier point. Deuxième point avant de laisser la parole. Bon la Savoie a donc été annexée, volée, pillée, colonisée, comme les pays francophones, dits francophones, qui étaient tous des pays, et on est beaucoup en lien avec l'Afrique, mais avec l'Indochine, avec tous ces pays-là, les dom-toms. Et en fait, le temps passe jusqu'au moment où, dans ce traité de 1860, il était interdit, par exemple, d'envoyer des hommes savoyards à la guerre. En 1870, ils y sont allés. En 1914, ils y sont allés. Et en 1940 aussi. Enfin, 37, 40, 45 aussi. Contre le traité. Le traité a été violé de bout en bout. Enfin, on ne peut pas faire tout ça maintenant, ça prendrait trop de temps. Mais le traité a été violé là aussi. Et arrive 1940. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Arrive 1940, la guerre arrive et est lancée est provoquée d'ailleurs par la France qui rentre sur les frontières italiennes, particulièrement ce qu'on appelle le col du Petit Saint-Bernard, et elle rentre de 200 mètres sur le terrain italien. Mussolini, l'Italie, dit on veut pas, on n'accepte pas, hop, déclaration de guerre. Et qu'est-ce qui se passe? Ce traité de 1860, eh bien, comme par hasard, est mis en retrait et est mis à la Cour internationale des droits, la Cour pénale internationale, non pas pénale, la Cour internationale de justice, pardon, et en attendant que la guerre se termine. Donc le traité est mis de côté, et quand la guerre se termine, 1945, donc en 40, la Savoie n'était plus du tout française. Et d'ailleurs, c'était les Italiens qui venaient, en l'occurrence à l'époque. Et donc, 45 se termine, l'ONU se met en place, et là, un article, donc le traité de paix de 1947, et ça c'est très très important, et c'est là où on parlait tout à l'heure en aparté, que nous ne faisons pas d'indépendantisme, nous ne sommes pas en train de dire, voilà, il y a l'indépendantisme, etc. C'est tout à fait noble, j'ai rien, on ne critique pas ça. Nous, on n'est pas du tout dans cette dynamique. Nous sommes dans une dynamique de droit et d'application du droit international, et nous demandons, et moi je demande en tant que Français, en tant que natif de mon pays, de dire, la France, qui se réclame pays des droits de l'homme, se doit absolument de respecter le droit international. En 1947, le traité de 1947, suite à l'ONU, disait ceci, à l'article 44, et je vais faire du droit qui sera après beaucoup mieux fait que moi par notre garde des Sceaux, Dominique Kounkou, eh bien, en 47, dans le traité de 1947, traité de paix disait que, à l'article 44, tous les pays sont obligés, pour rentrer dans l'ONU, de déclarer leur colonie. S'ils ne le font pas, il y avait 3 alinéas. S'ils ne le font pas, eh bien, il n'y aura pas de poursuite. Donc là, on dira, oui, pardon, pas de poursuite, il n'y a pas de problème. Mais l'article 3 dit qu'ils perdront leur colonie. Donc il n'y aura pas de poursuite, ni financière, ni judiciaire, quoi que ce soit pour les pays, mais ils perdent leur colonie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en 1947, la France a déclaré toutes ses colonies, Afrique, Indochine, etc., mais elle n'a pas déclaré la Savoie. Comme les gens à l'époque avaient autre chose à penser, et puis que depuis 1860, les Savoyards ont été tellement formatés à la République française qu'ils en ont oublié pour la plupart, et en plus il y a eu la colonisation, l'arrivée des Français, c'est un beau pays, hein, donc on y va. Donc on a totalement oublié, sauf quelques-uns qui continuaient à faire des batailles pour libération de leur pays, parce qu'eux le savaient, et on a demandé, par l'intermédiaire du fondateur de la Ligue savoisienne, qui s'appelait Jean de Pingon, que j'honore et respecte ici pour cela aussi, eh bien, on a demandé à l'ONU, s'est dit, est-ce que la France a déclaré? On a l'ONU, et l'ONU a répondu, et ce document est d'ailleurs sur notre site et circule pas mal, non, la France n'a jamais déclaré. Donc, depuis 2009, on a la preuve que la France n'a jamais déclaré, et donc que de ce fait-là, on est sur l'article 44.3
du traité de paix de 1947, qui est le traité des traités, un traité de paix, c'est les premiers traités internationaux, eh bien, la Savoie n'est plus française depuis 1940 exactement, mais officiellement depuis 1947. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est totalement légitime de dire, et c'est ce qu'on fait depuis 4 ans et demi, on est totalement légitime de dire, bah, écoutez, République française est bien gentille, vous allez maintenant respecter le traité, ou nous dire que c'est faux. Alors, si c'est faux, ben, dites-le nous. Est-ce qu'effectivement, on a déclaré ou pas? Eh bien non, ils disent que non. Et ils le disent, ça a même été dit en 2010, 12 et 10, 11 et 12, comme quoi, ben non, ils n'ont pas déclaré le traité. Donc, à partir de là, eh bien, on a fait le travail qui consistait à mettre en place un gouvernement sur la base du traité de Montevideo, qui dit qu'il y a 3 choses essentielles pour qu'un État, enfin, obligatoire, même pas essentiel, pour qu'un État devienne un État. Il faut qu'il y ait des frontières, il faut qu'il y ait un peuple et un gouvernement. Et la capacité pour ce gouvernement en accessoire de pouvoir discuter avec les autres gouvernements. Et ça, c'est le traité de Montevideo de 1933, qui fait encore office de droit international aujourd'hui. Donc, nous avons les frontières, évidemment, c'est un pays qu'à 1000 ans. On a le peuple, pays qu'à 1000 ans, et on a un gouvernement. Pour monter un gouvernement, il nous fallait d'abord constituer l'équipe, et on a mis 4 ans pour constituer l'équipe. Parce qu'il ne s'agit pas de faire ce qu'on a fait après, c'est monter une équipe, c'est très très dur. Et là, je pense que Didier, qui arrive là maintenant depuis l'année dernière avec nous, nous aide et va vous parler justement du problème humain. Parce que créer l'équipe, c'est le plus dur. Il ne s'agit pas de dire on veut faire ça, il faut une équipe. Et donc, il fallait pour cela faire une déclaration d'indépendance, et seul outil en droit international qui nous permet justement de monter là-dessus un gouvernement. Mais pour ça, il nous fallait l'équipe. Donc, c'est tout le travail qui a été fait, et maintenant, on en arrive à la déclaration d'indépendance. Le sujet principal de cette émission d'aujourd'hui, et merci encore de nous inviter sur ADVP pour ça. Et je vais passer la parole là, à Dominique, qui va nous parler de cette déclaration d'indépendance sur le plan du droit. Mais quand on s'appelle maintenant, alors c'est assez marrant parce que on se retrouve, qui sommes-nous pour dire, il est président d'un État, lui ministre de la communication, la garde des Sceaux, c'est quoi? Gouvernement autoproclamé? Mais oui. Bien sûr, c'est un gouvernement autoproclamé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous nous autoproclamons en tant que peuple, parce que c'est certainement pas l'État colonisateur républicain qui va nous dire « allez-y, je vous laisse, vas-y, vous pouvez partir ». Non, bien sûr que non. Donc il faut que ce soit le peuple qui s'autoproclame en disant « ça suffit, on prend nos droits, on fait la déclaration et on prend le pays en main et on bosse ». Et pour terminer, c'est quand il y a un gouvernement que nous pouvons effectivement, selon le traité de Montevideo, pouvoir parler avec d'autres gouvernements. Parce que quand on parle avec les autres gouvernements, ce qui est en cours maintenant, depuis la déclaration, c'est bonjour monsieur le ministre, est-ce qu'on peut contacter le ministre des Affaires étrangères? Est-ce qu'on peut prendre celui de la justice, etc., ou le président c'est qui, etc. Il faut des interlocuteurs sur le même protocole. Il s'agit d'un protocole et nous suivons le protocole. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais un État ne parle pas avec un collectif de citoyens ou avec une association, aussi bien soit-elle. Elle parle avec un gouvernement. Et nous sommes un pays et on est un gouvernement avec des interlocuteurs de gouvernement aussi. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, écoutez, Merci. Et merci Thierry, merci Monsieur le Président. Mais en tout cas, non, c'est bien. Bravo parce que c'est un bel exposé. Voilà, on commence à cerner un petit peu d'un point de vue historique. C'est toujours important de replacer un peu le contexte. Alors effectivement, comme tu l'as suggéré, on va peut-être passer maintenant la parole à Dominique Kounkou, maître Kounkou, qui est donc garde des Sceaux du gouvernement de l'État de Savoie et qui va nous expliquer, alors d'un point de vue du droit international et du droit aussi français, je présume, ce qui serait intéressant, ça serait de savoir à peu près, est-ce que ça a des chances d'aboutir d'un point de vue du droit maintenant, et voilà, mais je vous laisse en parler.
Merci beaucoup et je crois que l'intérêt de votre émission, c'est de dépassionner tout ce travail qui se fait, mais aussi de valoriser le travail de ceux qui ont travaillé avant même que nous puissions déclarer l'indépendance. Je pense particulièrement à un confrère brillant, Bonnard, qui a beaucoup travaillé dessus. Et aussi l'intérêt de votre émission, c'est d'arriver à j'ai envie de dire à des faux juristes qui sont en train de s'ériger comme des sortes de lanceurs d'alerte sur des bases tout à fait erronées, étant entendu que le processus dans lequel nous sommes engagés est tout à fait balisé, totalement balisé par le droit international. Et c'est pour cela que deux choses qu'il faudrait dire. La première, c'est que l'État de Savoie a une existence qui est, comme l'a précisé le président, ancienne. Et cette ancienneté devrait obliger, je dirais, en termes de respect, les jeunes États à respecter la Savoie. Mais deuxième chose qui me paraît importante, c'est le droit donne raison à la Savoie. En quoi le droit donne raison? D'abord parce que historiquement, il y a toute l'histoire qui elle-même est posée et qui permet de dire que la Savoie n'a rien à se reprocher. Et en l'occurrence, il faudrait dire que la déclaration d'indépendance, quand vous dites est-ce qu'elle a des chances d'aboutir, mais elle l'a déjà. Elle est déjà en phase, elle est déjà aboutie. C'est déjà c'est une histoire qu'il faut écrire maintenant, l'histoire de l'exercice de l'État, parce que et j'ai bien vu les difficultés que mes prédécesseurs ont eues à arriver à situer la place de l'État de Savoie. C'est-à-dire qu'arriver à sortir de cet enfermement du fait colonial. Je suis africain, je connais ce problème qui est le problème de sortir de la colonisation. Et je pense que, au moins pour une fois, l'Afrique a quelque chose à apprendre et à faire apprendre au monde. Parce qu'il n'est pas facile de sortir de là. Ce qu'il fallait faire a été fait, en l'occurrence la déclaration qui a été faite à la population, l'avis à la population. Ce qu'il fallait faire a été fait, parce que plusieurs fois les Nations Unies ont été saisies. Ce qu'il fallait faire aussi a été fait, mais il manquait la déclaration d'indépendance. La déclaration d'indépendance, c'est un État, et là, je reprécise bien que ce n'est pas la proclamation de l'indépendance, mais c'est la déclaration. Ça signifie que n'importe quel juriste au monde suffisamment sérieux qui a ce dossier entre ses mains, on arrive au constat que cet État était déjà indépendant. Et il fallait maintenant le déclarer. Cela signifie quoi? Cela signifie que la France est un État, l'Italie est un État, l'Allemagne est un État et la Savoie est un État qui a cohabité avec la France. Je mesure bien les termes, c'est-à-dire que quand il y a eu ce moment important où il fallait que la France, qui avait une présence putative en Savoie, du fait de cette transaction qui a eu lieu, la France, en entrant en guerre, aurait dû déclarer sa colonie. Et
même en sortant de la guerre, les Nations Unies qui s'installaient avaient imposé en son article 102 le fait qu'il fallait que chaque État puisse, au terme de l'article 44, alinéa 3, déclarer sa colonie. Et cette colonie était la Savoie qui avait été annexée. Mais dès l'instant que je crois stratégiquement, la France n'a pas déclaré cette position, cet état. De fait, au terme de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la France avait 6 mois pour pouvoir faire cette déclaration. La France, volontairement, ne l'a pas faite. Et donc, en gardant la situation ex-ante qui consistait à dire que la Savoie était un département de la France, en réalité, quand on fait l'analyse, c'est pour cela que je disais que n'importe quel juriste sérieux devrait venir au constat que la Savoie était un État indépendant. Donc, en fait, ce qui est peut-être difficile à comprendre, c'est le fait que tout en étant annexé, tout en étant situé comme étant un département, en réalité, la France n'avait plus de droit sur la Savoie. Cela signifie juridiquement qu'il y avait une cohabitation des États. Et si la France s'imposait par rapport à la Savoie, ça signifie que nous sommes en situation purement coloniale. Et en étant en situation coloniale, il est normal que pour en sortir, il faut faire la déclaration de l'indépendance. Mais en réalité, ce n'est que le constat de cet État qui a été un peu sous le couvert de la France. Mais cet État a une indépendance, a une réalité, et maintenant, il s'agit maintenant de travailler pour pouvoir lui donner une effectivité. En effet, 3 éléments permettent de le situer. D'abord, moi je dirais à tout juriste, et à la France particulièrement, que le principe qu'on appelle le pacta sunt servanda, les pactes, quelle que soit la forme, et qui ont été conclus, et la France, en adhérant à la Charte des Nations Unies, et donc devrait obéir à l'article 102 de cette charte. Et dès l'instant que la France n'a pas obéi à cette charte, dès l'instant que la France n'a pas déclaré sa colonie, entre guillemets, qui était donc l'État de Savoie, la France ne peut plus revenir et revendiquer des droits sur la Savoie. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que dès l'instant que la convention de Montevideo, dont le président a parlé, la convention de 1933, nous ne savons pas, et je crois que vous non plus, vous n'avez pas entendu parler du fait qu'on a dénoncé cette convention. Donc, elle est toujours valable en droit international. Dès l'instant que la convention de Montevideo permet à l'État de Savoie de faire valoir sa position d'État, il est entendu que, en déclarant son indépendance, il n'y a rien derrière qui soit uniquement une forme de, comme on entend, que c'est les États qui se sont autoproclamés, évidemment, en y mettant le négatif. Non, la Savoie a en droit la possibilité de constater, de faire constater qu'elle a un territoire qui est clair, elle a une population et elle a un gouvernement. Et quand on critique, j'entends parfois des critiques juste pour s'amuser, hein, je crois, c'est pour rire. Mais si c'était sérieux, évidemment, des juristes sérieux ne pourraient pas faire de telles critiques parce que c'est un gouvernement normal. Après une déclaration d'indépendance, qu'est-ce qu'on fait? On désigne un gouvernement. Donc, l'État de Savoie a une existence
légale, l'existence historique. Très bien. Non, non, mais merci pour cette explication. Non, c'est très intéressant. Alors, je pense que on va y revenir, mais je pense qu'il serait intéressant aussi de donner la parole maintenant à Didier Reynac, donc qui est ministre de la Communication, donc du gouvernement de Savoie. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir, donc là, on a le point de vue historique, on a le point de vue du droit, donc tout ça, c'est parfait. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est déjà au niveau communication, comment est-ce que la population donc de la Savoie est au courant déjà de votre démarche, est au courant de la déclaration donc d'indépendance? Ça, ce serait une question à laquelle il faudra répondre. Et puis ensuite, on va peut-être aborder la question aussi de communication maintenant avec l'État français. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que pour l'instant, ils ont fait attention à quoi que ce soit émanant de la Savoie ou pas? Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont balayé cela d'un revers de main? Enfin, etc. Donc, Didier, à toi. Merci. Merci, Claude. Alors, il y a déjà un point en termes de sémantique, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, qui est très, très important. C'est que on parle beaucoup de l'indépendance de la Savoie et dans l'esprit des gens, et puis bien sûr dans l'esprit de l'opposition avec un grand bonheur, ils exploitent ça en disant la Savoie veut devenir indépendante. Donc les gens jouent avec les mots et comme on le sait, le niveau culturel moyen baisse d'année en année, ce qui fait que et les médias mainstream s'en donnent à cœur joie de laver le cerveau avec des mots que les gens ne comprennent plus ou qui ne veulent rien dire ou qui sont hors contexte. Donc, le mot qui est très, très important dans la démarche que nous faisons, c'est la décolonisation. Dominique en a légèrement parlé et c'est ça qu'il faut absolument que les gens comprennent. Ce n'est pas le gouvernement qui s'est, entre guillemets, autoproclamé pour libérer la Savoie. Ce n'est pas un mouvement indépendantiste comme les Corses ou les Bretons à certaines époques. C'est vraiment un gouvernement de droit établi sur des bases du droit international et des traités internationaux qui procède à la décolonisation du pays et non pas à l'indépendance du pays, puisqu'il est déjà indépendant du fait du droit, comme nous l'ont expliqué Thierry et Dominique. Donc ça, il faut bien l'intégrer dans la communication, effectivement, et c'est peut-être aussi ce qui gêne. En matière de... Et puis on a la chance, comme l'a dit Dominique aussi, c'est que pour aller rechercher des talents qui nous entourent, eh bien parfois, ils ne sont pas sur le territoire, et notamment en matière de décolonisation. C'est sûr qu'un Africain a beaucoup de choses à nous apprendre, alors que nous, on ne s'est jamais posé la question. Et donc, un juriste africain est certainement beaucoup plus habilité à nous aider, nous, pauvres blancs, à comprendre ce que c'est que la colonisation, puisque en fait, on l'a subi de façon tout à fait perverse depuis des centaines d'années. Et tout en criant, c'est pour ça que je prends Cocorico, hein, mais les deux pieds sur le tas de fumier. Donc c'est important en matière de communication. Pour communiquer avec la France, il faudrait pour ça que la France ait au moins le respect, la politesse de répondre à nos courriers, comme on l'a fait auprès de différents représentants d'administration, qui non seulement ne répondent pas, mais en plus, j'allais dire, trichent avec le système, puisqu'on ne reçoit même pas les accusés de réception des lettres que nous envoyons. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils ne veulent pas jouer le jeu. Bon, on sait sur le terrain, oui, c'est intéressant, hein. On sait sur le terrain, parce que ils nous ont infiltrés, il y a des gens qui nous repèrent, il y a des gens qui nous écoutent, c'est traditionnel, mais on a la même chose chez nous aussi. Donc, on connaît les gens qui nous ont infiltrés, et puis on les laisse nous infiltrer, puis on les laisse nous écouter. Il n'y a absolument aucun problème. Tout ça, c'est de bonne guerre, comme on dit. Et ce qui est très, très important, c'est, pour l'instant, pour nous, c'est de rassembler des talents. C'est vraiment d'avoir des gens de bonne foi qui ont envie de faire quelque chose. Alors, on a beaucoup de personnes, j'allais dire, de
de nos âges, hein, ici autour du micro et de la caméra, c'est-à-dire des gens qui ont quelques disponibilités et surtout une grande expérience, une subtilité, une culture qui leur permet de bien mettre en évidence ce qui se passe et à la fois de nous conseiller, d'échanger et même d'agir pour réaliser des choses. Donc on est vraiment à la recherche de talents spécifiques d'une façon générale, aussi bien sur le terrain qu'en cabinet ministériel, parce qu'on a énormément de choses à faire. On ne crée pas un gouvernement comme ça du jour au lendemain, même si on va s'adosser sur des textes de loi existants, même si on va s'adosser sur des codes existants, il est bien clair que notre but, il est de remettre ce gouvernement entre les mains des Savoisiens. Et ensuite, de participer à la création finale du gouvernement par référendum. C'est-à-dire qu'il y a des tas de lois dont les Savoisiens ne veulent plus. Il y a des tas de lois peut-être dont les Savoisiens ont envie. Et donc notre première action, c'est vraiment de descendre sur le terrain, de les écouter et de leur dire qu'est-ce que vous ne voulez plus dans l'état actuel des choses et qu'est-ce que vous souhaiteriez, que ce soit des TPE, des PME, des commerçants, des agriculteurs, des professeurs, même des gens qui sont salariés de l'administration à l'heure actuelle, les infirmiers, les médecins, tout le monde. On aimerait les rencontrer, on commence à les rencontrer, on fait des groupes régulièrement, mais on voudrait aller plus loin parce qu'on a besoin de récupérer toute cette matière pour construire avec eux la vraie Savoie. Donc notre but en tant que gouvernement, c'est de mettre ça en place. Et puis, une fois qu'on sera, je dirais, à 80% du système, nous allons pouvoir commencer à faire des référendums en termes de communication. Évidemment, là, il y a un énorme boulot pour dire aux Savoisiens, voilà ce qu'on vous propose, voilà ce qu'on a obtenu, voilà qui nous sommes. Maintenant, élisez vos propres personnalités qui vont vous représenter. Si vous voulez qu'on reste, à condition qu'on ne soit pas frappé par l'âge, parce que on peut laisser la place aux jeunes quand même, puis on a peut-être besoin de vacances de temps en temps, parce que c'est un énorme travail, eh ben, c'est avec plaisir, on ne se représente pas, ou on se représente certains s'ils veulent, et à partir de ce moment-là, les Savoisiens vont récupérer leur vrai pouvoir souverain et vont devenir souverains de leur État. Ça, c'est vraiment le truc. Et alors, pour la petite anecdote, ce matin, en me levant, j'avais un livre sur ma table, un grand classique. Hein. Je ne sais pas si on va le voir avec le système que j'ai mis en place. Non, on ne le voit pas avec le système. C'est Le Prince de Machiavel. Hein. Je pense que beaucoup l'ont vu. Et puis, je l'ai ouvert au hasard sur une page. Il n'y a pas de hasard. Et c'était sur la page 35 de ce petit livre, chapitre 8, de ceux qui sont devenus princes par scélératesse. On peut encore devenir prince de deux manières, qui ne tiennent entièrement ni à la fortune ni à la vertu, et que par conséquent, il ne faut point passer sous silence. Il en est même un dont on pourrait parler plus longuement. Il s'agit ici de république. Ces deux manières sont ou de s'élever au pouvoir souverain par la scélératesse et les forfaits, ou d'y être porté par la faveur de ses concitoyens. Voilà. C'est drôle, hein. Aujourd'hui, je travaillais là-dessus. Et voilà. Et c'est vraiment ça, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que nous sommes dans un combat, nous avons des adversaires, avec des gens qui, par scélératesse, veulent soit, alors il y en a certains au sein du territoire de Savoie, comme Thierry le disait tout à l'heure, qui veulent tout casser par ego, peut-être parce qu'ils sont aussi manipulés par l'adversaire final, qui eux-mêmes d'ailleurs, adversaire final, on sait qu'ils sont eux-mêmes manipulés par un autre État au-dessus. C'est vraiment la poupée russe. Et donc, en conséquence, on est là, on est dans ce virage-là, où les Savoisiens et les Savoisiennes peuvent parfaitement se dire, ouais, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai apporté dans la vie? À quoi j'ai contribué? Est-ce que je laisse un territoire pour mes enfants, pour mes petits-enfants, qui soit libre, qui soit propre? Ou est-ce que, non, je m'écrase parce que j'ai peur, ce qui est parfaitement louable, hein. On peut parfaitement comprendre que les gens ont peur, mais réfléchissons bien à ce que nous avons entre les mains comme opportunité exceptionnelle et de la façon dont on peut, entre guillemets, j'aime pas ce mot, finir sa vie, mais construire quelque chose qui soit à l'échelon de l'humanité. Parce que ce n'est pas que la Savoie qui est en jeu là. Notre but, il est aussi de montrer qu'on peut se décoloniser. C'est de montrer qu'on peut être un
phare, une lumière, qu'il peut y avoir un peuple avec de la conscience, avec de la spiritualité, avec de l'esprit, je ne vais pas confondre spiritualité et religion, qui puisse prendre toute sa dimension sur ce territoire. Et de ne pas arriver dans les derniers jours en disant qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas osé. J'ai pas osé, alors que j'aurais pu m'engager, j'aurais pu faire quelque chose. Et je pense que ça, c'est ce qu'il y a de pire pour l'être humain, c'est de quitter ce monde en se disant, bon, j'ai bien bouffé, j'ai bien voyagé, so what? Qu'est-ce que je laisse d'autre derrière moi? Rien, en fait, rien. Et je transmets même pas un modèle, je transmets même pas un espoir, j'ai rien fait. Ah, mais ça, je ne peux qu'approuver à 100%, effectivement, cette déclaration. Alors, j'ai une question. La Savoie, déjà qu'on s'entende bien. Est-ce que la Savoie comprend la Savoie ou parce que moi je connais pas bien la région. Je vais répondre. En fait, évidemment, comme je disais tout à l'heure au niveau historique, il y avait un pays, le duché, c'était le duché de Savoie, qui correspondait et qui avait en son sein ce que l'on appelle aujourd'hui des deux départements, Savoie et Haute-Savoie, 73 et 74. À l'évidence, ça a été divisé exprès. Et on a fait, d'ailleurs, ils savent très bien faire ça. On a créé une certaine tension entre les hauts savoyards et les bas savoyards. Alors ici, il y a des expressions du style il y a de la haute et il y a de la basse, etc. Et tout un petit peu comme les histoires belges. Voilà. Donc, ce n'est qu'un pays, d'accord. C'est un pays qui a été divisé et je n'oublie pas le comté de Nice. Non, je voulais vous dire ceci. Derrière moi, vous avez deux drapeaux. Bon, évidemment, le drapeau de la Savoie, il s'agit d'un drapeau. Il ne s'agit pas d'un écusson. Excuse-moi 2 secondes. Il y a des sons qui passent dans des micros. Essayez de couper vos micros quand vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît, parce qu'il y a des sons qui passent et c'est un peu inaudible. Je vais couper le mien. C'est mieux, merci. Merci. Et donc, en fait, on a bien un drapeau. Il s'agit d'un drapeau. Quand on parle du drapeau français, on ne parle pas d'une bannière, on parle d'un drapeau. Et c'est un manque de respect total de ne pas parler du drapeau de Savoie. Le drapeau de Savoie est un drapeau carré, non pas rectangulaire. Le rectangulaire est apparu au début du siècle dernier. Et c'est un drapeau qui a été changé dans sa dynamique. C'est un drapeau donc avec une croix carrée, un drapeau carré avec une croix à branches égales, blanche, sur un fond rouge. En Suisse, on va dire c'est pareil. La seule différence, c'est qu'avec la Suisse, d'où la proximité, d'ailleurs, montrant bien quelque part, de par cette symbolique de drapeau, proximité entre la Suisse et la Savoie. Et la Suisse est bien une croix blanche entourée de rouge, dans le rouge. La particularité du drapeau, et non pas la bannière, le drapeau de Savoie, c'est que c'est une croix blanche avec 4 carrés rouges, mais la croix qui n'est pas bloquée par le rouge. Le rouge représentant le sang comme véhicule. Vous savez que le drapeau est porteur de symboles. C'est pour ça qu'un drapeau est intouchable sur le plan du droit international. On ne peut pas toucher un drapeau comme cela. Ça représente vraiment une identité d'âme de pays. Donc là, ici, cette identité, c'est une croix blanche, c'est-à-dire, on dit c'est une croix d'or sur fond rouge. Donc en fait, le sang étant le véhicule de l'âme, c'est-à-dire le véhicule du cœur, le véhicule de l'amour, de la chrétienté dans le sens global. Et il se trouve que la Savoie est chrétienne. Je dis chrétienne, je ne dis pas catholique, d'accord? C'est catholique, orthodoxe, ça sont des partis chrétiens. Je parle de chrétien en sens général. Et si elle est chrétienne, elle se retrouve avec un message particulier. Et le message, il est dans son drapeau, de par le nom de la nation. C'est sa voix. Il n'a pas été donné au hasard. Et c'est pour ça que c'est un domaine c'est un symbole qui est très, très important pour le monde, la Savoie. La Savoie peut montrer la voie. Et laquelle voie? La voie de l'humanisme chrétien. Je ne fais pas de religion de base, l'une n'est pas meilleure que l'autre, parce que dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, et philosophie, si c'est vraiment de haut niveau, elles parlent du cœur, elles parlent de retrouver l'intériorité, la verticalité.
Et la Savoie met ce message-là. L'objectif mondial, de tout, comme le disait Éric à l'instant, c'est pas simple. Didier, pardon, excuse-moi. Comme le disait Didier, c'est que c'est un symbole, la Savoie, qui n'est pas simplement de pays de Savoie. C'est pas l'autonomie, l'autarcie, c'est nous les Savoyards. Non, 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 non. C'est un symbole qui est pour les nations entières par rapport à tout ce que l'on a vécu, ce que l'on vit encore aujourd'hui. Et il suffit de regarder ce qui se passe encore maintenant. Bon, l'Ukraine, c'est pas encore fini, mais bon, on voit très bien où ça va. Et ce qui vient de se passer, les abominations des deux côtés en Israël et avec le Hamas, toutes ces choses-là, qui sont tout ça articulés, on le sait bien. Je pense que Claude, tu sais très bien, tu es spécialiste du domaine. Donc tout ça, en fait, on voit que comment sortir de ça? Bien, c'est en respectant sa voix, c'est-à-dire la voix du cœur, la voix intérieure, mais aussi la voix de ceux, bon, il y a une représentation derrière moi d'un Sacré-Cœur et non pas d'un Christ en croix, qui est un symbole, avec un Bouddha juste en dessous d'ailleurs. Donc en fait, c'est une conjonction de démarche vers l'intériorité. Et je salue d'ailleurs aussi non seulement le fait que Dominique est avec nous en tant qu'Africain, spécialiste ayant vécu cette décolonisation, mais en même temps en tant que pasteur. Pour lui, la vie christique, la vie divine est importante. Et c'est ces valeurs du sacré qu'on a perdues. La Savoie peut les redonner. Et nous sommes persuadés, d'ailleurs, tous les membres du gouvernement de Savoie, ils viennent pour ça. Et ils sont là pour montrer que c'est par la voix du cœur qu'on retrouvera la voix. Et la Savoie n'est pas Savoie pour rien. Et pourquoi? C'est le dernier pays décolonisé, encore colonisé, qui devient, et qui est décolonisé d'ailleurs officiellement depuis le 27 octobre 2023. L'autre drapeau qui est à ma gauche, c'est, alors je précise parce qu'il y a les couleurs un petit peu qui ont été reprises comme le LGBT, je vous en prie, c'est pas ça, c'est le drapeau de la francophonie. Non, parce que je fais le détail, parce que souvent on dit ouais, mais tu vois, non. Nous, le théorie du genre, c'est pas pour nous en savoir. Un homme, une femme, une femme. C'est que une fille, un garçon, c'est pas pareil. Mais là, il s'agit du drapeau de la francophonie. Et pourquoi je le mets? Parce qu'en fait, le drapeau de la francophonie, ça caractérise tous les pays qui ont été colonisés par la France et annexés par la France. Donc, alors. Ça, pour les drapeaux, alors évidemment, on nous dit encore tout à l'heure, je recevais deux Savoyards, des anciens de la Ligue savoisienne des années 90, donc ils commencent à avoir de l'âge, et ils me disaient, mais quand est-ce qu'on enlève les drapeaux, Thierry? Quand est-ce qu'on enlève les drapeaux? Quand on sera sûr, et nous, on veut faire cette symbolique des drapeaux de façon totalement honorable, drapeaux que l'on descend avec tout un protocole et qu'on remet non pas à la préfecture, parce que la préfecture, les deux préfectures plus les sous-préfectures, je pense qu'ils sont 4 ici en Savoie, n'ont plus le lieu d'être ici en Savoie. Les préfectures, c'est clairement des usurpations, des violations du droit ici. La préfecture représente le gouvernement colonisateur, c'est le président dans le pays. Qui fassent leur préfecture dans les régions, c'est leur problème en France, mais pas en Savoie. Les deux préfectures ici doivent être fermées et redonner, et particulièrement la préfecture de Chambéry, qui est en fait qui est simplement le siège du gouvernement où nous devrons siéger. C'est-à-dire que je devrais aujourd'hui non pas vous parler de mon bureau, mais vous parler de ce qui est la préfecture de façon totalement usurpée, qui est le château des Ducs de Savoie, donc qui est le siège de la préfecture. Et nous reprendrons ce siège. Ils l'ont pris par la force, je l'ai dit aux magistrats depuis des années, nous le reprendrons par le droit. Par le droit et l'application du droit international, nous reprendrons le siège du gouvernement et toutes les préfectures de Savoie ici, préfecture et sous-préfecture, vont fermer, vont redonner leur bâtiment aux Savoyards et retourneront en France. Le préfet n'a plus de légitimité ici. Aucun préfet, aucune administration française, aucun représentant de l'ordre français, quel qu'il soit, n'est légitime ici, et d'autant plus depuis la déclaration d'indépendance du 27 octobre 2000 dernier. Alors, une dernière chose avant de repasser la parole. Nous sommes face, pour te répondre aussi, aux réponses du gouvernement français. La réponse du gouvernement français, c'est l'omerta, comme il le fait partout. Omerta totale. On dit rien, on envoie, on est dans la légalité, ils ne répondent pas. Mais il y a quand même des choses qui sont en train de se passer, de par le biais des gouvernements
qu'on est en train de voir à l'extérieur. Nous avons des contacts, on ne peut pas forcément dire comme ça en public, mais sachez que c'est grâce au fait qu'on est gouvernement, et ça facilite les choses. Et ensuite, le gouvernement français ne pourra pas rester comme ça sans rien dire. Parce que déjà maintenant, on s'aperçoit de petites failles, pas plus tard que ce matin, dans le journal du Dauphiné. Le Dauphiné qui est un organe et une instance qui est, comment dire, représentatif de la République française en Savoie. Et il parle de la déclaration en disant, aujourd'hui, pas plus tard, c'est symbolique, il n'y a pas de hasard, en disant, ben voilà, il y a le gouvernement de l'État de Savoie qui vient de s'instituer de façon autonome et qui a fait une déclaration d'indépendance, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Et on envoie, et d'ailleurs c'est le garde des Sceaux ici présent, de par son ministère, parce qu'il y a quelques avocats qui sont là, il n'y a pas que lui heureusement, et on envoie des courriers, entre autres aux magistrats, en leur disant, vous devez choisir la Savoie ou la France. Et là, les magistrats disent, voilà ce qu'on reçoit du gouvernement autoproclamé avec le garde des Sceaux, M. Dominique Kounkou, qui nous disent, voilà, on doit choisir la Savoie ou la France depuis le 27 octobre. Parce que c'est du droit international. Et pourquoi ils réagissent en premier? Parce que ce sont des hommes de loi, des hommes et des femmes de loi. Ils savent qu'on a raison. Que depuis 3 ans, quand je vais dans les tribunaux en leur disant « vous sortez d'ici », je prends la parole tout seul ou avec quelques-uns, mais enfin régulièrement tout seul, je l'ai fait 10 fois dans tous les tribunaux de Savoie, vous sortez tous d'ici, procureur comme magistrat, vous êtes dans l'illégalité, vous violez le droit international et vous le savez. Jamais j'ai été en prison. Ils ne m'ont pas mis en garde à vue, rien. Et ils se lèvent et ils s'en vont. Ça, il faut le savoir, y compris les gendarmes. Quand on leur parle de violation du droit international, les gendarmes le savent. Je parle des lieutenants, parce que les premiers, les tout jeunes, ils se la jouent, c'est normal, c'est des jeunes. Bon, c'est des petits ados, ça se la joue. Ils ont un petit peu de pouvoir, un revolver, ça va. Mais les lieutenants le savent. Donc, en fait, il faut comprendre ça. Nous, l'omerta, on la casse. Elle est en train de partir. On va faire des actions qui vont montrer qu'on est bien sur le terrain. Mais effectivement, c'est compliqué avec les drapeaux parce qu'on a peur d'un attentat sous faux drapeau. Voilà, où ils nous feraient passer pour des dangereux activistes, etc. Donc, ce n'est pas du tout notre cas. On fait que du droit. Je terminerai simplement. Ça tourne et je ne suis pas le seul. Par une chose, Didier parlait de notre cher il est connu. Tu parlais de la référence du livre de Le Prince de Machiavel. Machiavel, quand tu étais tellement connu que. Mais moi, j'aimerais faire la référence pour conclure, pour ma part, de la Boétie. La Boétie, au XVIIe siècle, disait que on pouvait en fait sortir et être libre, et que pour cela, il y avait 2 outils. Le premier, c'est de dire arrêtez de vous prendre plus petit que vos agresseurs et vos colonisateurs et vos patrons, etc. Pourquoi vous vous croyez plus petit? Parce que vous êtes à genoux devant eux. Eh bien, il faut vous mettre debout. Et quand vous vous mettez debout, un peuple debout, et non plus un peuple à plat ventre ou à 4 pattes, eh bien, un peuple debout fait peur à celui qui est en face. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Les gens sont en train de se lever. Et ça, c'est génial. Et la deuxième chose, il nous disait, eh bien, il faut dire non. Simplement dire non. Vous payez des impôts? Non. Moi, je ne paye plus des impôts à la France, on est en Savoie. Je ne paye plus de taxes, plus de radars, plus de péages, plus rien. Tout ça, c'est illégal. Alors que le peuple de Savoie, et c'est un appel que je fais en tant que président de ce gouvernement, venez nous rejoindre, tout est ouvert. Le peuple savoie doit apprendre maintenant à dire non. On est en Savoie, on ne va pas demander aux Suisses, aux Italiens, aux Portugais ou aux Espagnols d'aller payer les impôts français. Les Français en France, et c'est très bien comme ça, les Savoyards en Savoie, nous n'avons qu'à dire non. Et si on dit non, on est 1 300 000. Il y a à peu près un bon million, au moins 800 000 adultes. On dit non. Vous allez voir comment va réagir l'administration française. Voilà ce que je voulais vous dire et je dis merci à la Boétie. Et merci à vous. Et je passe la parole pour conclure parce que le temps passe. Merci. Eh bien, merci pour ça. Effectivement, le pouvoir de dire non, chacun a le choix. Mais ça, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs. Quand on m'invite à une conférence, je dis on a tous en soi le pouvoir de dire non et de refuser des lois liberticides et des décrets liberticides, etc., etc. Alors effectivement, effectivement, il nous reste plus 7 minutes en gros. Alors, ce qui serait bien, on vient d'avoir la conclusion de Thierry
une très belle conclusion. Donc, ce qui serait bien, ce serait d'avoir un mot de conclusion de Maître Kounkou, un mot de conclusion de Didier, et ce serait absolument parfait. Alors, qui veut de tous les deux conclure? Allez, Dominique Kounkou, allons-y, maître. Oui, voilà. Alors, le Dauphiné vient de publier en effet une lettre que Quentin Gadso, j'avais envoyée aux magistrats, et je crois que en tant que juriste, je reconnais les compétences des magistrats français, et je reconnais aussi que eux, dans leur conscience intellectuelle, ils savent bien que l'indépendance de la Savoie est une réalité. Donc, le fait de dire que vous devez choisir, il n'y a là aucun lèse-majesté, c'est tout naturel. Parce que la déclaration d'indépendance est une chose, la décolonisation dont a parlé tout à l'heure Didier, monsieur le ministre de la Communication, est aussi une chose importante. Parce que s'il n'y a pas de colonisation, il n'y aura pas d'indépendance. Donc c'est pour cela que j'ai informé les magistrats qu'on a mes consciences, c'est des humains dans leur souveraineté, qu'ils ont une décision à prendre importante. Il s'agit de savoir de quel côté je me situe. Et bientôt, cette semaine, nous allons étudier aussi le tableau, parce qu'il y aura un tableau des avocats de Savoie. Et là aussi, nous ferons ce choix-là. Il y aura un choix. Et je crois que c'est légitime. Il n'y a pas une agression quelconque, mais c'est une réalité, une applicabilité possible, mais même pas possible, obligatoire, de la déclaration d'indépendance, qui est une loi désormais à la fois historique, mais aussi de fonctionnement de notre État, qui est l'État de Savoie. Merci Dominique. C'est très bien, tu m'as bien préparé. Je vais pouvoir faire donc cette conclusion. La première chose que je voudrais dire, je vais faire un appel, et, comme Thierry, regardez le droit, regardez l'état du droit, regardez la légalité, et surtout, arrêtez de vous faire diviser les uns les autres, monter les uns les autres. C'est le grand jeu de tous les gouvernements. On vit ça depuis 3 ans. Stop, ça suffit. On a le droit de dire non. On a le droit de dire, je pose des questions, je me renseigne, je veux savoir, et je me ferai ma propre opinion par moi-même. C'est à vous, vous êtes libre en fait de faire ceci. Donc, voilà, c'est mon appel en conclusion, c'est de dire, on est dans un virage, on a une opportunité exceptionnelle que l'humanité peut-être n'aura peut-être plus si on la rate, parce qu'avec tout ce qui se met en place, où on se réveille maintenant, où ça va être peut-être très très difficile pendant quelques années avant que d'autres se réveillent et qu'il y ait suffisamment de gens qui puissent se réunir. Donc, soyons ensemble, réunissons-nous, faisons preuve de foi, de courage, de passion, d'amour, de pardon aussi, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites et qui ont blessé beaucoup de gens. Et puis, construisons ensemble cette Savoie qui soit un phare, non pas seulement pour les Savoisiens et les Savoisiennes, mais pour l'humanité. Eh bien, un grand merci. J'ai une petite question avant qu'on termine l'émission. Est-ce qu'il y a un site internet consultable pour l'instant ou pas encore? Non, pas consultable. Il faut reconnaître les choses. On a un vieux site mal foutu et on en a un qui effectivement va être mis en ligne. En fait, là, c'est Thierry qui a la clé. On pourrait le mettre en ligne tout de suite. Et puis, notre informaticien expert magnifique nous dit que non, parce que comme tous les experts, il veut que ce soit plus que parfait. Voilà. Ce qui peut se comprendre. Non, je posais la question. C'est intéressant aussi pour les gens qui voudraient en savoir plus, de savoir qu'ils pourront se connecter dans un temps court, relativement court. Excuse-moi,
je te coupe, mais ils peuvent le faire déjà. Et le site actuel est un site qui est un site qui a été fait par des bénévoles, en l'occurrence là, qui n'étaient pas des professionnels, que je remplis aussi régulièrement, et qui est plus un site de données. Et donc, vous y trouverez d'ailleurs sur ce site la déclaration, etc. Donc, le site est très simple hein, pour l'instant, mais encore une fois, on attend un peu parce qu'on voudrait, il manque des choses dedans dans le nouveau, mais vous allez voir, il va être vraiment très professionnel et un site digne d'un État. Bon, aujourd'hui, le site pour consulter les informations dessus, c'est www, donc c'est savoie-gouv.org. Hein, que vous retrouverez d'ailleurs sur le nouveau site. Donc, savoie-gouv.org. Et à partir de là, vous allez voir qui sont présentes. Donc, nous, vos visages, vous trouverez pas mal de textes sur le plan historique, des documents, la déclaration. Vous trouverez des documents aussi officiels d'autres instances qui montrent la légalité aussi d'une déclaration d'indépendance, etc. Donc, là, vous pouvez avoir des informations. C'est une base de données qui, déjà, vous éclairera sur beaucoup de choses. Hein. Voilà. Super. Eh ben, un grand merci. Eh ben, merci à toi. Ça me paraissait tout à fait logique de vous inviter tous les trois. En tout cas, c'était un pur plaisir, tant au niveau de l'historique que du point de vue du droit, que du point de vue de la communication, et je ne peux que souhaiter longue vie donc eh bien, à tout ça, parce que ça me paraît effectivement très très bien, indispensable, et surtout aussi en matière de décolonisation, parce que là, je suis tout à fait en phase avec ça. La Savoie est une chance pour la France. C'est important qu'on le dise. C'est une chance. Nous ne sommes pas contre la France. Moi, je suis français. Nous ne sommes pas contre la France. La Savoie est une chance pour la France. On aura peut-être l'occasion d'en parler à un autre moment, dire pourquoi, parce que ça paraît fou, mais… Absolument. Ben, c'est un très bon slogan, en tout cas. Et c'est sur ce slogan que nous allons terminer cette émission. Merci à vous trois. C'était passionnant. À toutes et à tous qui nous ont écoutés et qui ont pris un plaisir, eh bien, c'est toujours pareil, rediffuser, diffuser, rediffuser, rediffuser, bien entendu, cette émission et toutes les émissions de TVADP. Allez-y, sans retenue, et c'est ça qui fait que la circulation, que les informations circulent de plus en plus, et c'est ce qu'il faut qu'il se passe. Merci à toutes et à tous, et à bientôt. Bien sûr.